L'attentat terroriste de Lockerbie est le plus important avant celui du 11 septembre. Une bombe fait exploser en vol un avion de la Pan Am. Aujourd'hui encore, on ignore qui tirait les ficelles. Le Libyen Abdelbasset Al-Megrahi, jugé coupable et condamné, a-t-il été victime d'une erreur judiciaire? Le pouvoir politique et les services secrets ont-ils manœuvré en sous-main? Qui sont les véritables exécutants et commanditaires de cette opération? Le chef d'État libyen Kadhafi? L'ayatollah iranien Khomeini? Ou de mystérieux inconnus? J'affirme que cette opération a été montée de toutes pièces par le régime libyen. Je suis absolument certain que Mouammar Kadhafi n'était pour rien dans cet attentat et qu'il n'était au courant de rien. Je me suis senti mieux après la condamnation de Megrahi. Le 21 décembre 1988, dans la petite ville de Lockerbie, en Écosse, les gens aspirent à profiter de la trêve de Noël. Parmi les passagers de ce jumbo, beaucoup se réjouissent d'aller passer les fêtes aux États-Unis. Le vol 103 de la Pan Am est à destination de New York. L'avion en provenance de Francfort fait escale à l'aéroport de Heathrow, à Londres. À 19 h, les pilotes demandent l'autorisation de traverser l'Atlantique. C'est le dernier signe de vie en provenance de l'avion. 2 minutes plus tard, le Boeing disparaît des écrans radars de la tour de contrôle. Nous venons tout juste de recevoir les 6 premières images de la catastrophe aérienne qui s'est produite ce soir. Je vous rappelle, c'est un Boeing de la Pan Am qui s'est écrasé dans le sud-ouest de l'Écosse. Toute la région. Tous les passagers et les membres de l'équipage sont tués. Au sol, les débris de l'avion font 11 victimes parmi les habitants de Lockerbie. Depuis 25 ans, le nom de cette localité reste associé à ce drame, l'attentat le plus meurtrier avant celui du 11 septembre. Maria Lürbke, une étudiante allemande de 25 ans, était à bord de l'avion. Sa sœur Ursula a conservé tout ce qu'on a retrouvé d'elle. Deux jours après l'attentat, elle se rend à Lockerbie et commence à se poser des questions. On a remarqué que très vite, des hélicoptères américains ont survolé les lieux de l'accident. Sur place, il y avait aussi des policiers américains qui n'avaient rien à faire là et qui ont manifestement escamoté des pièces à conviction. J'ai trouvé ça pour le moins étrange. Depuis 25 ans, je n'ai pas cessé de me demander qui est responsable de la mort de Maria. J'aimerais trouver des réponses aux questions qui se sont accumulées durant toutes ces années. Ainsi démarre l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire de la police. Des centaines de kilomètres carrés seront passés au peigne fin autour de Lockerbie. 15 000 personnes seront interrogées dans le monde entier et quelques 20 000 pièces à conviction seront rassemblées. Des experts reconstituent le fuselage à partir des débris. Le jumbo de la Pan Am devient un énorme puzzle dans la tragédie de Lockerbie. Ces morceaux de tôle tordus témoignent de la violence de l'explosion. Mais qui se cache derrière cet attentat qui a coûté la vie à 270 victimes innocentes? Les soupçons des enquêteurs se portent sur deux États qui soutiennent le terrorisme dans les années 1980. L'Iran de l'ayatollah Khomeini
et la Libye dirigée par Mouammar Kadhafi, qui s'est autoproclamé guide de la révolution. Tous deux ont le même mobile, se venger du gouvernement américain. 2 ans avant Lockerbie, en avril 1986, le président américain Ronald Reagan avait ordonné une attaque aérienne de la Libye, une sanction contre le soutien de Kadhafi aux terroristes. Les avions de combat américains bombardent les camps d'entraînement, mais aussi le palais présidentiel de Kadhafi à Tripoli. Le dictateur libyen en sort indemne, mais sa fille adoptive meurt dans les décombres. Kadhafi se présente en victime devant la presse. Wilhelm Dietl, journaliste et membre des renseignements allemands, était présent. On est allé chez Kadhafi, on a visité sa résidence, qui avait été très touchée par ces tirs ciblés. Lui-même avait eu très peur. Et il ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'il exercerait des représailles le moment venu. أنا معمر القذافي نستطيع أن نشكل جيش أممي من المقاتلين ضد الإمبريالية وضد الولايات المتحدة الأمريكية بالذات وهذا الجيش سينتشر في جميع أنحاء الأرض لتدمير الوجود الأمريكي في أي مكان. L'attentat de Lockerbie a-t-il servi à venger Kadhafi du bombardement de Tripoli? Mais l'Iran de l'ayatollah Khomeini avait aussi un mobile. 6 mois avant le drame du vol 103 de la Paname, ce navire de guerre américain qui croise dans le golfe Persique commet une funeste méprise. Les militaires pensent être la cible d'un avion de combat. Une équipe de tournage qui se trouve par hasard à bord du navire filme l'incident. L'euphorie laisse rapidement place à la consternation. Il s'agit en réalité d'un avion civil iranien. 290 personnes trouvent la mort. Tandis qu'en Iran, le peuple enterre les victimes, Radio Téhéran appelle à la vengeance et prédit que du sang coulera du ciel sur les Américains. L'Airbus iranien abattu par la marine américaine a-t-il été à l'origine de l'attentat contre le vol 103 de la Paname? L'Iran veut-il répondre œil pour œil, dent pour dent? Deux ans après l'attentat, les enquêteurs américains présentent leur principal suspect, le Libyen Abdelbasset Al-Megrahi. Ils affirment détenir les preuves d'une piste qui remonte jusqu'en Libye. Un fragment de circuit imprimé faisant partie d'un minuteur de bombes. Il est de même type que ceux qu'une société suisse vend à la Libye. Il reste d'une chemise d'homme présentant des traces d'explosifs. L'étiquette indique qu'elle provient de Malte, une île située au large de la côte libyenne. La piste mène dans une boutique de vêtements de La Valette, la capitale maltaise. Le propriétaire, Tony Gauchi, affirmera plus tard reconnaître sur des photos l'homme qui a acheté cette chemise, Yenen Megrahi, de la compagnie aérienne nationale libyenne. Un agent libyen selon les enquêteurs. Après diverses péripéties diplomatiques, Kadhafi finit par le livrer à la justice. Il sera jugé en terrain neutre dans une base militaire néerlandaise par un tribunal écossais.
L'accusation affirme que Megrahi a transporté jusqu'à Francfort une bombe cachée parmi ses vêtements achetés à Malte. Cette bombe serait ensuite partie pour Londres à bord du vol 103 de la Paname, à destination de New York. Le juriste autrichien Hans Köchler assiste aux audiences en tant qu'observateur mandaté par les Nations Unies. Il en vient à douter de l'équité du procès de Megrahi. Pendant toute la durée du procès, il y avait à la table de l'accusation 2 agents du FBI. Ils n'étaient pas présents en qualité d'observateurs, mais intervenaient auprès des gens de l'accusation, à qui ils passaient des documents, par exemple. Les États-Unis étaient partie prenante dans ce procès. Nous avions tout de même perdu 190 concitoyens. Les États-Unis étaient donc concernés. Mais je vous assure que nos avocats étaient là pour soutenir l'accusation si nécessaire, et non pas pour diriger cette affaire. À mon sens, ils ont exercé une influence sur le procès, même si je ne peux pas l'évaluer exactement puisque je n'ai pas pu entendre ce qu'ils disaient. En janvier 2001, le tribunal écossais condamne le Libyen à une peine de 27 ans minimum de réclusion. Pour l'opinion publique, l'affaire semble réglée. Megrahi est considéré comme l'auteur de l'attentat. Les familles étaient regroupées dans une pièce au fond du bâtiment et il y avait une tension terrible. Avant l'annonce du verdict, certaines personnes étaient déjà en larmes, complètement à cran. Et quand le verdict est tombé, qu'il a été reconnu coupable, on a senti toute la salle vibrer. Mais j'ai trouvé que tout cela avait un goût amer. J'ai eu le sentiment que tout ne s'était pas passé dans les règles. Megrahi passera plusieurs années dans une prison écossaise avant que les critiques émises par certains commentateurs se confirment. En 2007, une commission d'experts écossais parle de doutes fondés quant à la culpabilité du Libyen et d'une possible erreur judiciaire. Megrahi obtient la possibilité de faire appel, mais il souffre d'un cancer et il est déjà très malade. Il finit par être libéré en 2009, après des années d'emprisonnement, officiellement pour des raisons humanitaires, et rentre dans son pays. À son arrivée en Libye, sa libération est mise en scène par Kadhafi comme une victoire sur l'Amérique. Parmi les familles des victimes, cette libération ne fait pas l'unanimité. Peu avant sa mort, Megrahi continue à clamer son innocence. Je me présenterai bientôt devant mon Dieu. Je jure devant Dieu, qui est mon Dieu, et qui est aussi le sien, que je ne suis jamais rentré dans sa boutique. Telle est la vérité. Megrahi a-t-il été victime d'un complot? Et donc Kadhafi aussi? De gros doutes subsistent aujourd'hui sur un point de l'accusation qui prétend que la bombe serait venue de Malte avant d'être chargée à Francfort. Afin de reconstituer la trajectoire de la bombe, les enquêteurs ont recréé l'explosion sur des appareils déclassés. Au cours du procès, ces tests ont servi à prouver que la bombe se trouvait dans un conteneur à bagages embarqué à Francfort et non à Heathrow. Achim Thiel a assisté aux essais d'explosifs réalisés sur un terrain militaire américain. Pour lui, des doutes subsistent. Les Américains en sont arrivés à cette conclusion. Mais moi, qui ne suis pas spécialiste, j'ai l'impression qu'on aurait pu s'arranger pour arriver précisément à cette conclusion. Aujourd'hui, nous savons que ni les appareils sur lesquels les explosifs ont été testés, ni les conteneurs à bagages ne correspondaient à ceux de Lockerbie. Leur valeur de preuve est donc discutable. Peu
Peu avant l'attentat, la police a tourné une vidéo à l'aéroport de Francfort en vue de déceler d'éventuels manquements à la sécurité. Une valise d'explosifs en provenance de Malte aurait-elle pu être glissée discrètement à bord de l'appareil de la Paname? Des années plus tard, l'Office fédéral de la police criminelle a communiqué à ce sujet. On ne peut exclure la possibilité, avec toutes les réserves qui s'imposent, qu'un bagage non accompagné en provenance de Malte ait été chargé à bord du vol 103 de la Paname. C'est une possibilité, certes. Mais d'après la police fédérale, aucune preuve ne permet d'établir que cette valise a effectivement transité par Francfort. On ne peut pas exclure que le bagage en question soit arrivé à Heathrow en provenance de Francfort. Quant à bâtir toute une démonstration là-dessus et prétendre que c'est un fait incontestable, il y a un pas que je ne peux me résoudre à franchir. Quel crédit accorder aujourd'hui à la thèse libyenne? Le journaliste John Ashton enquête depuis une vingtaine d'années sur le drame de Lockerbie. Selon lui, c'est à Londres que la bombe a été introduite à bord de l'appareil et c'est l'Iran qui a commandité l'opération. Voilà le terminal 3 de l'aéroport de Heathrow, d'où est parti le vol 103 de la Paname. Il est intéressant de savoir que ce même terminal était utilisé aussi par Iran Air. Et le jour de l'attentat, un avion d'Iran Air se trouvait à quelques centaines de mètres de celui de la Paname. Il est donc possible que quelqu'un d'Iran Air ait introduit la bombe à bord de l'appareil. Un autre indice laisse à penser que l'attentat a été préparé à Heathrow. La nuit qui précède le départ du vol, des inconnus pénètrent par effraction dans un entrepôt du terminal 3. Précisément à l'endroit où sont stockés les bagages des vols de la Paname. L'occasion d'y glisser une bombe. Parmi les experts de la sécurité, Heathrow n'avait pas bonne réputation. Il était notoire, en tout cas parmi les employés de l'aéroport, qu'à Heathrow, les conditions de sécurité étaient insuffisantes. Partant de là, il est tout à fait possible qu'une valise ait été rajoutée au bagage à Heathrow. Mais qui aurait pu passer clandestinement une bombe à Londres? Silverton, dans le Colorado. C'est ici que vit Robert Baer, ancien agent de la CIA, chargé à l'époque de collecter des informations dans les milieux terroristes pour l'affaire de Lockerbie. À Londres, en 1988, il y avait des Palestiniens, des pirates de l'air, des Syriens, des gens du FPLP. Beaucoup avaient déjà fait l'objet d'enquêtes. Mais le MI5 et Scotland Yard n'avaient pas assez de personnel pour surveiller tous les sympathisants du djihad. Il est donc fort probable que la bombe ait été embarquée à Londres. D'autres doutes sur la culpabilité de Megrahi concernent son identification. D'après les résultats d'une commission d'experts écossais, les témoignages contre le Libyen ne peuvent plus être considérés comme irréfutables. Le commerçant maltais Tony Gauci prétend se souvenir d'un client qui a acheté avant l'attentat des vêtements de différentes tailles, au hasard, et même une grenouillère de bébé, également retrouvée par les enquêteurs à Lockerbie. Les indications de Gauci permettent d'établir un portrait robot. Il précisera seulement plus tard que le client parlait avec l'accent libyen. La séance d'identification de Megrahi a-t-elle été organisée de façon équitable? Avant le procès, les policiers filment les préparatifs de la confrontation avec Tony Gauci. Les enquêteurs sont visiblement désireux de montrer que l'identification est faite dans les règles de l'art. Megrahi choisit lui-même la place qu'il occupera. Comme c'est la règle dans ce genre de procédure, le suspect et les figurants sont habillés de la même façon.
Mais plus tard, Megrahi se plaindra que tous les figurants portaient des chaussures de sport et que lui seul avait des chaussures en cuir brun. Un détail, certes, mais qui peut influencer un témoin. Si ça s'est vraiment passé comme on le dit, que tous les autres participants avaient des chaussures de sport et que lui portait un type de chaussures très différent, on est obligé de reconnaître que c'est anormal. Ce genre de choses ne devrait pas se produire lors d'une identification. Pendant des années, le bruit court que Gauci aurait touché de l'argent du FBI en échange de son témoignage. Personne au FBI n'a jamais dit à M. Gauci que s'il déclarait ceci ou cela, on lui donnerait beaucoup d'argent. Je peux vous garantir qu'on ne lui a ni promis ni donné de l'argent avant qu'il n'ait fourni son témoignage. Mais la commission de contrôle écossaise aura accès au carnet de notes d'un policier britannique qui a participé à l'audition du témoin avec les agents du FBI. On peut lire dans ces notes que dans le mois qui a suivi la découverte de Tony Gauci par la police, le FBI a annoncé que les crédits étaient illimités. On peut lui donner 10 000 $ maintenant et plus tard tout ce qu'il voudra. Bien avant d'identifier Megrahi, Gauci savait donc qu'il y avait une récompense à la clé. Si vous me demandez si Gauci a touché de l'argent à un moment donné, je ne suis pas en mesure de vous répondre. En revanche, je peux affirmer que personne ne lui a promis de l'argent en échange de son témoignage, et s'il a touché de l'argent, c'était bien après le procès et la procédure d'appel. D'après les conclusions de la commission, le témoin et son frère auraient touché au total quelques 2 millions de $. Gauci s'est retiré depuis bien longtemps du commerce de vêtements. Sur son lit de mort, le Libyen Megrahi lui adresse ce message. Si je pouvais le rencontrer, je lui pardonnerais. Je lui dirais que de toute ma vie, je ne suis jamais entré dans son magasin. Que je n'ai jamais acheté le moindre vêtement chez lui. Et je lui dirais qu'il m'a fait beaucoup de tort. Un autre indice qui étayait la piste libyenne apparaît aujourd'hui plus énigmatique qu'irréfutable. Le fragment de détonateur. Les débris de l'avion ont été dispersés sur une surface de près de 2000 km². À ce moment-là, un vent très fort soufflait d'ouest en est sur l'Écosse, avec des pointes allant jusqu'à 200 km/h. L'appareil a explosé à ce moment précis, et beaucoup de morceaux ont été poussés vers l'est, peut-être même jusque dans la mer du Nord, si bien qu'une partie des débris n'a jamais pu être retrouvée. Et pourtant, un fragment de circuit imprimé aurait été retrouvé plusieurs semaines après le drame, une partie d'un détonateur. Le minuteur est la pièce qui permet de régler le moment où la bombe va exploser. Si notre propos était d'écrire un roman policier, on pourrait sans problème avancer l'idée qu'une partie des indices ont été disposés sur le site après coup. On ne peut pas l'exclure. Pour moi, en tant que procureur, la situation n'est pas claire à 100%. Alors, s'agissait-il d'une trouvaille sensationnelle ou d'un indice fabriqué ? Les enquêteurs affirment que le circuit imprimé du détonateur provient de la société suisse Mebo de Zurich. La société en avait livré aussi à la Libye. Pourtant, aujourd'hui encore, Edwin Bollier, le chef d'entreprise, soupçonne une manipulation de cette preuve. En 1990, la police nous a présenté une photo Polaroid.
Nous avons tout de suite remarqué le M qui était gravé dans le coin. M pour Muster en allemand. Et il indique que c'est un prototype. Pour nous, c'était évident. Un prototype qui n'aurait pas pu déclencher une bombe. Mais le tribunal met en doute la parole de Bollier. Un ancien ingénieur de cette société accepte de nous rencontrer à Zurich. Il nous raconte une mystérieuse visite dans les ateliers de la société Mebo au cours de l'été 1990. Ils étaient partout. Et je devais leur remettre absolument tout ce qui concernait le minuteur MSE-13. Il fallait rassembler toute la documentation, les photos, les brochures. Ils ont tout embarqué. On ne me les a pas présentés. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était le FBI et la police suisse. Les enquêteurs auraient-ils saisi les minuteurs dans les ateliers Mebo dans le but d'étayer la piste libyenne? Pour l'homme chargé de l'enquête du FBI, tout s'est déroulé dans les règles. D'après Richard Marquis, ils avaient besoin des minuteurs Mebo pour pouvoir les comparer avec un arsenal récemment saisi par la CIA. Avant l'attentat de Lockerbie, la CIA avait eu vent de menées terroristes en Afrique, au Togo et au Sénégal. Là encore, des agents libyens étaient censés être impliqués. La CIA avait alors saisi des armes et des minuteurs de bombes. La comparaison avec ceux réquisitionnés en Suisse est un moment crucial. Le laboratoire du FBI avait un minuteur comparable. Après examen, le circuit imprimé s'est révélé tout à fait identique. Même à l'œil nu, les experts pouvaient voir que c'étaient les mêmes. Mais la piste du minuteur conduit-elle forcément à la Libye? Il est établi aujourd'hui que lors du procès contre le Libyen Megrahi, un technicien de la police n'a pas dit toute la vérité. L'expert britannique a prétendu au procès Megrahi que le minuteur suisse et le fragment de circuit imprimé retrouvé concordaient dans tous les détails. C'est la formule qu'il a employée. Pourtant, il avait eu connaissance d'analyses qui prouvaient que ce fragment n'était pas tout à fait identique aux autres circuits imprimés. Dans son rapport interne, l'expert note effectivement une différence non négligeable. Le fragment de plaque de Lockerbie est recouvert d'étain pur. Les plaques de la société Mebo, elles, contiennent 30% de plomb. Pendant des années de recherche pour la défense de Megrahi, John Ashton s'est souvent demandé qui avait pu manipuler une preuve majeure et pourquoi. Aujourd'hui, on sait qu'avant Lockerbie, la CIA avait en sa possession un minuteur de ce type. Et on sait que dans les années 1980, la CIA diffusait dans la presse des histoires qui visaient à renverser Kadhafi. Une vaste campagne de désinformation reposant essentiellement sur des mensonges. À Jérusalem, nous pourrions rencontrer un témoin important qui saurait nous dire ce qui a poussé les enquêteurs américains à manipuler des preuves dans l'affaire de Lockerbie. Bassam Abou Sharif. Il est palestinien et il a été terroriste. Dans les années 1970, il a été impliqué dans l'explosion d'un avion de la Pan Am. En 1988, peu avant Lockerbie, Abou Sharif renonce à la terreur contre l'Occident. En tant que conseiller du leader palestinien Yasser Arafat, il œuvre désormais pour un rapprochement avec les Américains. Ils veulent fournir aux États-Unis des informations sur les auteurs de l'attentat de Lockerbie. Arafat a donné l'ordre de procéder à une enquête et nos services de renseignement se sont concentrés sur le Liban.
Le Liban était un terrain ouvert à toutes sortes d'actions. C'est là qu'était implanté le mouvement palestinien, et on connaissait très bien toutes ces structures clandestines. On savait qui possédait des explosifs, qui fabriquait des valises piégées, qui avait des minuteurs. On connaissait tous les acteurs de ce monde clandestin. Les documents de l'OLP citent souvent un nom qui figure sur la liste des passagers du vol 103. Un jeune étudiant d'origine arabe nommé Khalid Nazir Jafar. Jafar a grandi dans la vallée de la Bekaa, un territoire qui est alors aux mains des barons de la drogue. Dans les champs, on cultive le hashish et l'opium. Jafar, le passager du vol 103, appartient à un clan influent dans cette région. La famille Jafar est un clan très important et beaucoup de ses membres font commerce de cette marchandise. Les informateurs de l'OLP affirment que Jafar travaillait comme agent pour la police antidrogue américaine. Lorsque Jafar monte dans l'avion le 21 décembre, il aurait fait partie d'une opération secrète de police. The Drug Defense Agency recruited from the Baalbek area. La police antidrogue a recruté Khalid Jafar dans la région de Baalbek. Elle avait l'intention de s'en servir pour appâter un plus gros poisson qui importait de la drogue aux États-Unis. Et c'est pourquoi il était accompagné de 2 agents de la police américaine. Et grâce à ces 2 agents, son bagage est passé à l'aéroport sans être contrôlé. Il est établi aujourd'hui qu'il y avait bien un agent de la police antidrogue à bord de l'appareil au moment du drame. Est-ce pour cette raison que les services américains ont manipulé les preuves trouvées à Lockerbie? Voulait-il simplement dissimuler les traces de cette opération secrète? J'ai parlé avec des gens qui étaient sur place à Lockerbie 2 heures après l'accident, et ils affirment avoir vu des Américains au commissariat local, en train d'étudier des cartes. Les Américains ont toujours prétendu ne pas être arrivés avant 23 heures, alors que ces gens disent qu'ils étaient présents dès 21 heures. Que faisaient-ils là? Les habitants de Lockerbie et les familles des victimes se posent également des questions. On a dit aussi sur place que des choses avaient été subtilisées, qu'il y aurait eu d'importantes quantités d'héroïne et d'autres drogues que les Américains auraient fait disparaître. Les gens ont vraiment trouvé bizarre qu'ils soient aussi nombreux sur les lieux de l'accident. On ne saura jamais si les agents américains ont véritablement escamoté des preuves. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les indices qui visaient à étayer la piste libyenne sont largement remis en cause. Mais dans ce cas, qui a fabriqué et fait passer la bombe à bord de l'avion? Au départ, les enquêteurs se concentrent sur le FPLP-CG, une faction terroriste palestinienne. Car 2 mois avant l'attentat, les services de sécurité sont informés que la section allemande de ce groupuscule prépare des actions terroristes. Cette organisation, basée en Syrie, offre ses services à diverses causes. En octobre 1988, les services secrets allemands préparent une grande rafle, l'opération Feuille d'automne. À Francfort et à Neuss, ils découvrent tout un arsenal et un atelier pour confectionner des bombes avec 4 engins explosifs déjà intégrés dans des téléviseurs et des transistors. Ils arrêtent un Palestinien, Hafez Dal-Kamoni, considéré comme le chef du FPLP pour toute l'Europe. Au moment de l'attentat de Lockerbie, Dal-Kamoni est en prison. Mais selon une rumeur, une 5e bombe aurait échappé aux enquêteurs. L'information provient d'un indicateur
qui a lui-même fabriqué des bombes pour le groupe. L'homme qui fabriquait des bombes pour le FPLP, qui était aussi un agent des renseignements allemands, a dit au FBI qu'il avait fabriqué 5 bombes. Si c'est vrai, Dal-Kamoni disposait donc d'une 5e bombe qu'il a pu faire passer à un autre membre du groupe. Le FPLP-CG avait fabriqué des bombes. 4 d'entre elles ont été saisies au cours de l'enquête. Elles étaient équipées d'un détonateur barométrique, c'est-à-dire qu'à une certaine pression atmosphérique, il déclenchait un minuteur réglé sur 35-45 minutes, puis le courant arrivait dans le détonateur et provoquait l'explosion. En revanche, nous n'avons trouvé aucune trace d'une 5e bombe. Le mystère de cette 5e bombe n'a jamais été résolu. Ce qui est certain, c'est que les terroristes palestiniens passaient à l'époque pour les spécialistes des attentats du type de Lockerbie. Si j'avais voulu faire exploser un avion, je me serais adressé aux Palestiniens. Je connais une vingtaine de personnes que j'aurais pu engager en leur disant « On va faire un carton sur un avion américain ». Il y avait un deuxième suspect, également chef du mouvement terroriste palestinien, Abou Nidal, un personnage dont il ne circulait à l'époque aucune photo fiable. On l'avait surnommé le fantôme. Il s'était brouillé avec Arafat et s'était radicalisé. Nidal n'était pas au service d'une idéologie. Il poursuivait des objectifs plus prosaïques. Abou Nidal avait un rapport très passionnel à l'argent. Il se rendait lui-même à Londres pour alimenter ses comptes en banque. Il faisait chanter certains pays, comme le Koweït, par exemple, en les menaçant de commettre un attentat s'ils ne payaient pas une certaine somme. Je pense qu'il aurait pu participer à un attentat comme celui de Lockerbie, rien que pour de l'argent. À Paris, en face de la gare de l'Est, nous rencontrons dans un hôtel l'homme qui dirigeait ce groupe terroriste avec Abou Nidal et faisait office de porte-parole politique. Atef Aboubakr. À Tripoli, il entend Abou Nidal faire des révélations le lendemain de Lockerbie. Je l'ai entendu affirmer. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un parmi vous ose se l'approprier, j'irai le tuer jusque dans le ventre de sa mère. Et il l'a répété 2 fois. Quand je lui ai demandé de quoi il parlait et pourquoi ces menaces, il m'a répondu « Quiconque revendiquera cet attentat et prétendra l'avoir commis sera un menteur. C'est nous qui avons fait cette opération. » Des années plus tard, les renseignements allemands obtiennent également des informations sur l'implication d'Abou Nidal dans cet attentat. À la fin des années 1990, nous avons travaillé avec une repentie que les renseignements allemands ont protégée un temps et qui aurait été l'amie d'Abou Nidal. Elle a été longuement entendue, entre autres par le parquet de Francfort. Et il en est ressorti qu'il fallait établir un lien entre Abou Nidal et Lockerbie. La personne de Khalid Jafar, également tuée lors de l'attentat, alimente elle aussi la théorie du complot. Ce jeune Libanais était-il un agent de la police antidrogue américaine? Ou a-t-il commis un commando-suicide? À l'époque, Abou Sharif avait obtenu des informations selon lesquelles quelqu'un aurait remis à Jafar une bombe avant qu'il ne monte à bord du vol 103 de la Paname. Cette valise avait été conçue et réalisée au fin fond du Liban, dans la vallée de la Bekaa, par un spécialiste qu'on surnommait Samsonite. Il était réputé pour ses valises bourrées d'explosifs, qui ressemblaient vraiment à des valises normales.
Il aimait son travail. Et il aimait l'idée que personne ne pouvait faire la différence entre une de ses valises et une vraie samsonite. Les autorités allemandes enquêtent également sur Jafar, mais ne trouvent aucune preuve de son implication. À l'époque, je suis allé voir la famille Jafar à Dearborn et je n'ai pas eu l'impression qu'elle était impliquée dans le trafic de drogue. Ils vivaient assez modestement. Ils avaient une station-service et ils étaient bien sûr très affectés par la mort de leur fils. Mais certains informateurs proches de l'OLP restent persuadés que Jafar était un agent de la police antidrogue et qu'il a été victime d'un inconnu qui lui a remis une valise piégée. Jafar était lui aussi une victime. Il ne savait rien. Celui qui a organisé l'attentat a utilisé Jafar. Il s'en est servi comme d'une allumette pour allumer le feu. Le personnage douteux de Samsonite, Abu Nidal et les artificiers du FPLP en Allemagne sont tous des mercenaires. Mais pour le compte de qui? Pour Abu Bakr, il ne fait aucun doute que son ancien collègue Abu Nidal a fait sauter l'avion de la Paname pour le compte de la Libye. Nidal aurait reçu de Muammar Kadhafi en personne l'ordre de préparer l'attentat pendant l'été 1988 dans une salle du QG de Tripoli. En Libye, il est tout à fait impossible qu'une décision qui touchait à un attentat, une transaction financière ou une action politique ait pu être prise sans que Kadhafi soit au courant. Cet homme avait la Libye bien en main. C'est lui qui traitait directement avec les organisations, quelles qu'elles soient. Et c'est lui qui décidait de toutes les actions à entreprendre. Je suis absolument certain que Muammar Kadhafi n'était pour rien dans cet attentat et qu'il n'était au courant de rien. J'affirme que cette opération a été montée de toutes pièces par le régime libyen. Depuis, Muammar Kadhafi, le guide de la révolution, a été renversé et tué. Les Anglais et les Américains poursuivent leur enquête sur l'affaire de Lockerbie. Après l'arrestation du chef des services secrets de Kadhafi, les archives ont été ouvertes. Mais jusqu'à présent, aucun élément nouveau n'est venu éclairer l'enquête. On sait très bien que depuis la chute de Kadhafi, les forces occidentales et surtout les Américains ont eu accès aux archives des services secrets et que des documents ont été découverts. Je suppose qu'on aurait pu y trouver des choses se rapportant à Lockerbie. Le fait qu'il garde aujourd'hui un tel silence est l'aveu indirect qu'il s'était trompé. Et voilà qui renforce la crédibilité de ceux qui prétendaient que l'Iran et l'ayatollah Khomeini étaient derrière l'attentat. Abolghasem Mesbahi a été un agent des services secrets iraniens. En 1996, il quitte l'Iran et se réfugie en Occident. Il prétend avoir des révélations à faire au sujet de Lockerbie. Juste après l'attentat de Lockerbie, j'ai été en contact avec la direction des services secrets iraniens qui était très bien informée à ce sujet. Ce sont eux qui m'ont confié que l'Iran était le principal responsable de l'opération, et ça a été confirmé par l'ayatollah Khomeini. D'après Mesbahi, il s'agissait d'un acte de pure vengeance. L'objectif des commanditaires iraniens était de reproduire ce qui était arrivé à l'Airbus d'Iran Air, c'est-à-dire de faire exploser un avion, que les corps finissent dans la mer, comme les victimes de l'Airbus, et qu'il y ait au moins 290 morts.
un collaborateur des services secrets iraniens, alors directeur d'Iran Air à Francfort, aurait fait passer les éléments de la bombe jusqu'à Londres. D'après Mesbahi, ce n'est qu'à Heathrow que le mécanisme de la bombe aurait été actionné. Mais quel crédit peut-on accorder à un transfuge qui venait tout juste de fuir l'Iran de Khomeini? Le journaliste John Ashton a reçu un jour un document en persan qui semble corroborer les dires de l'ancien agent iranien. Ce document est censé avoir été écrit par des Iraniens en exil qui avaient gardé des contacts haut placés en Iran. Il est daté du 31 décembre 1988, c'est-à-dire 10 jours après Lockerbie. Et il affirme que d'après ses contacts, l'attentat aurait été commandité par l'ayatollah Khomeini. Il renforce donc la thèse selon laquelle l'Iran serait derrière cet attentat. À en croire ce document, Khomeini aurait commandité un acte de vengeance pendant la période de Noël. Car l'Airbus iranien avait été abattu par le navire américain juste avant une grande fête chiite, l'anniversaire d'un descendant du prophète. La thèse des Iraniens en exil se voit confirmée par un rapport de l'OLP au sujet de Lockerbie. Quelqu'un a forcément orchestré toute cette opération. D'après le rapport de l'OLP, ce chef d'orchestre était iranien. Mais ce n'était pas un personnage officiel, plutôt un membre des services secrets, suffisamment haut placé pour payer les hommes qui ont réalisé cette opération. D'après le rapport de l'OLP, cet homme de l'ombre était un gardien de la révolution iranien. Il aurait fait fabriquer la bombe au Liban. À l'époque, les Iraniens avaient beaucoup d'influence dans cette région. Ils étaient stationnés dans une caserne à Baalbek sur la colline qui domine la ville. Pendant des années, il y avait là une caserne de gardiens de la révolution iranienne. Qu'il y ait eu à proximité des hommes capables de fabriquer des bombes et qu'il y ait eu des échanges, c'est tout à fait vraisemblable. Les enquêteurs de Lockerbie ont interrogé Mesbahi. Et la CIA a eu connaissance du rapport de l'OLP qui accrédite la piste iranienne. J'étais présent quand le rapport a été remis. Mais il a ensuite disparu de la circulation comme s'il avait été rangé dans un tiroir fermé à clé. La CIA ne se préoccupe pas d'affaires pénales. Elle collecte des informations. Son devoir est d'informer le président sur des faits, pas d'instruire un procès public. Fin 1990, le président américain prépare la première guerre du Golfe contre l'Irak. Il serait alors inopportun de s'en prendre à l'Iran. Le président et son entourage souhaitaient bien sûr que l'Iran se tienne en retrait et tolère cette énorme opération militaire à ses frontières sans intervenir. Si à ce moment-là, ils avaient fait état de leurs soupçons au sujet de Lockerbie, les Iraniens se seraient peut-être subitement alliés à Saddam Hussein. La Libye, avec son chef extravagant, était une cible facile. Les Américains pouvaient aisément prétendre combattre le terrorisme en attaquant la Libye. Ils cherchaient un prétexte pour s'en prendre à la Libye et épargner l'Iran. Faut-il pour autant laver Kadhafi de tout soupçon? 5 ans après l'attentat, le journaliste Arnaud de Borgrave rencontre le guide de la Révolution avec qui il entretient depuis des années des relations de confiance. Je lui ai dit, maintenant vous pouvez me dire la vérité sur Lockerbie. Il a renvoyé tout le monde.
On s'est retiré sous la tente et voici ce qu'il m'a raconté. Lockerbie a été organisé par les services secrets iraniens pour venger l'avion abattu au-dessus du détroit d'Ormuz par un navire de guerre américain. D'après lui, les Iraniens se seraient alors adressés aux services secrets syriens, qui, à leur tour, auraient sous-traité l'opération aux services libyens. La catastrophe de Lockerbie serait donc un acte terroriste issu de la collaboration de plusieurs États, par l'entremise de leurs services secrets et d'une série de mercenaires. Et l'Iran aurait été le commanditaire. Dans ce cas, quel rôle a été dévolu à Megrahi, le condamné? Au milieu de toutes ces intrigues, il fait figure de pion sacrifié. Et qu'en est-il des familles des victimes? Je vis depuis 25 ans avec les mêmes questions. Qui est responsable de la mort de Maria? Quelqu'un aurait-il pu l'éviter? Mes questions n'ont toujours pas trouvé de réponse. Pourtant, nous, les familles, on a le droit de savoir.